plutôt le chat pour pouvoir échanger avec nous. Et on vous réserve un petit temps de questions à l'issue de ce webinaire. Donc ça laisse un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Et donc je profite du fait d'avoir la parole pour présenter Jean-Louis Perrault, qui est à Cluny et qui a donc une vie antérieure professionnelle d'ingénieur dans les industries agroalimentaires. Une vie antérieure de 25 ans et il a 15 ans donc d'expérience de coaching et il est membre de l'équipe enseignante de l'école de coaching en développement intégral Convivum entre Paris et Montréal. Et c'est à Montréal où, Jean-Louis, tu as rencontré le co-développement professionnel à Montréal au début des années 2000 et depuis tu l'utilises avec tes clients. C'est à nouveau coupé là. Désolé pour les coupures de connexion. Donc, je disais que Jean-Louis forme et supervise des animateurs de groupes de co-développement professionnel en France. Merci Vincent. Alors à mon tour, j'ai le plaisir de vous présenter Vincent, qui est coach professionnel certifié et qui est également formateur spécialisé en management et en communication non violente. C'est une de ses spécialités qui lui tient particulièrement à cœur. Et après une première carrière d'une quinzaine d'années en tant que manager, essentiellement dans les structures socio-éducatives, il a fondé le cabinet GFC il y a 2 ans et demi exactement, et il accompagne les organisations publiques et privées dans le management de la relation des individus et aussi dans l'organisation de l'activité des groupes de travail, d'où la thématique sur l'intelligence collective que nous allons partager aujourd'hui. Et Vincent anime depuis quelques années des groupes de co-développement et il me confiait, quand on préparait ce webinaire, qu'il aurait bien apprécié d'avoir eu accès à cet outil lorsqu'il était manager et ça l'aurait certainement beaucoup aidé. Jean-Louis, je te laisse nous présenter ICF BFC Bourgogne-Franche-Comté, dont tu es coprésident. Voilà, merci. Alors, ICF Bourgogne-Franche-Comté est une des 14 antennes régionales d'ICF France. Et vous voyez sur la diapo que ICF France, c'est un peu plus de 1200 coachs professionnels en ce moment. C'est une structure qui, comme les autres fédérations de coachs professionnels en France, ont adhéré à un syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement et du coaching qui réunit beaucoup de professionnels en France. Ici à Bourgogne, au sein de la France, c'est 25 coachs professionnels. Et ce petit chapter, comme on appelle ça dans notre jargon, est rattaché à ICF International, il fait ICF Global, plus exactement, qui est la plus grande, la première en apparition, date d'apparition, et la plus grande fédération de coachs professionnels au monde. Tous les coachs qui sont membres de cette fédération s'engagent sur le respect d'un code de déontologie très spécifique, mais également sur le développement de 8 compétences clés. Et pour ceux qui ont envie de vérifier ou d'aller plus loin, sur le site d'ICF France, vous pouvez trouver tous ces référentiels. Toi, Vincent. Qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui et que nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire? C'est parce que nous célébrons cette semaine, la semaine internationale du coaching. Donc cette semaine internationale du coaching a pour... je vois que ma connexion est un peu instable, j'en suis absolument confus. Donc cette semaine internationale du coaching a pour objet de célébrer la pratique du coaching, la profession du coaching, et puis quelque part de mettre à l'honneur et de partager la passion que nous avons à exercer ce métier de coach. Et en France, donc ça se traduit par de nombreux événements, et en Bourgogne-Franche-Comté, ça s'est traduit cette année par ces 4 webinaires que nous vous proposons et dont nous avons l'honneur d'en animer un aujourd'hui autour du principe d'intelligence collective avec un focus autour de cet outil qui est le co-développement professionnel. Alors, avec Jean-Louis, aborder
principe d'intelligence collective et plus en précision, comme nous vous le disions, l'outil du co-développement professionnel qui est l'entrée de ce webinaire, après avoir balayé de manière succincte les principes de l'intelligence collective. Alors on va rentrer un peu dans le détail de ces aspects autour de l'intelligence collective, puisque finalement, la question à se poser peut-être, c'est de quoi est-ce qu'on parle? Alors moi j'aime bien résumer l'intelligence collective avec ce bémol, hein, que c'est un sujet immense qui est l'objet de nombre de recherches, mais pour quelque part simplifier ce principe d'intelligence collective, hein, donc pour simplifier ce principe d'intelligence collective, on peut le résumer avec cette petite phrase que l'on entend souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question à savoir, c'est finalement, est-ce qu'on est toujours plus intelligent ensemble? Et du coup, quelles sont les conditions et les facteurs de l'intelligence collective? Alors, pour finalement répondre à cette question, et commencer à explorer ces aspects-là, plutôt que de vous faire un long discours sur les principes de psychologie sociale, je vous propose de vous partager une petite vidéo. Et puis, voilà, on vous ouvrira un petit espace pour échanger autour de cette vidéo après son partage. Qui dure 3 minutes 45, qui est l'illustration d'une expérience, notamment en psychologie sociale. Donc je vous laisse regarder cette vidéo qui a vocation à répondre à cette question qui s'affiche à l'écran. Et je vous laisse regarder donc cette vidéo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if you take the group? Please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable.
Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why eventually join the ranks. The only thing more shocking is seeing how easily Alors, j'espère que vous avez apprécié le visionnage de cette vidéo. Alors, on vous pose une question avec Jean-Louis. Est-ce qu'elle apparaît à l'écran? Tu la vois, le sondage? Tu le vois? Non, je vais le lancer. Ouais, vas-y, lance-le. Ok. Bien. Donc, on souhaitait vous poser en toute logique, la question s'affiche. On souhaitait vous poser une question finalement après avoir visionné cette vidéo. Vous, qu'auriez-vous fait dans cette salle d'attente? Les réponses arrivent très rapidement. Je suis impressionné. On est à 85% déjà des votes. À 90, j'arrête. Voilà. Ouais, vas-y, arrête, Vincent, je te laisse arrêter. 93%. Merci pour vos réponses. Vous devriez voir les résultats qui s'affichent à l'instant. Donc, on a 71% parmi vous de gens qui se disent dans une situation identique, j'essaierai de comprendre. Et bon, compte tenu de la nature du public que nous sommes aujourd'hui, ça paraît relativement raisonnable et attendu comme possibilité. En revanche, pour avoir vécu déjà des situations de ce type-là, je m'invite moi personnellement, mais je vous invite aussi individuellement à repérer comment on a pu se comporter dans des situations semblables par le passé. Et ça n'est pas forcément aussi évident d'éviter ce genre de biais. Ce sont des biais de conformisme qui sont très compliqués à éviter et qui demandent certaines fois beaucoup de courage dans un groupe. Tout à fait, Jean-Louis. Et je crois que individuellement, il est difficile de décider avant de vivre une situation qui pourrait être similaire. Il est difficile de décider auparavant si on va être pris ou non par ce biais que peut représenter le risque finalement que représente ce phénomène de groupe particulier. Finalement, la question qui est intéressante à comprendre, c'est dans ces phénomènes de groupe, quels sont les mécanismes qui font que ça ne marche pas naturellement finalement? Qu'est-ce qui fait que parfois on peut avoir des comportements de ce type-là? Donc on va ensemble explorer certains de ces biais, on va balayer, ce sera un petit peu notre apéritif avant de passer au co-développement. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal? Parce que si l'intelligence collective au sein des collectifs de travail notamment était quelque chose de naturel et de spontané toujours, nous n'aurions pas à nous poser cette question. Or aujourd'hui, de nombreuses études démontrent finalement que dans les situations de travail, alors on est un petit peu loin de ce qui se passe dans cette salle d'attente, c'est peut-être un point de nombreux biais plomber les résultats des équipes, viennent abîmer la relation en équipe. Je vois que la connexion est un peu instable. Et donc, du coup, avec cette question, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal? Alors, j'ai sélectionné quelques biais, mais il y en a plein d'autres. Finalement, le premier biais de mimétisme ou de pensée moutonnière, c'est un petit peu ce qu'on voit dans cette salle d'attente. Et bien, dans les collectifs de travail, ça peut donner assez facilement la tendance de répondre comme la masse et d'être d'accord avec l'ensemble, ce qui va finalement, dans ce cas-là, absolument entamer le potentiel de créativité du groupe. On a un autre biais qui est la peur du jugement qui conduit à une rétention d'informations. Et là, c'est la prise de décision des collectifs qui est impactée. On a un exemple malheureusement terrible en 1986 avec la navette Challenger qui, quelques secondes
Et l'enquête démontra que finalement, c'était la transmission d'informations au sein d'un collectif d'experts qui avaient pêché et non pas leur expertise. Donc il s'agissait bien d'un biais lié à ces principes de dynamique de groupe qui avaient été malheureusement mal maîtrisés, mal anticipés par la NASA. Et puis, fondamentalement, les dynamiques délétères de groupe vont conduire à une forme de déresponsabilisation des personnes, des individus au sein des collectifs, où on va finalement être dans une forme d'inertie, d'immobilisme, et c'est là où on a une vraie perte de productivité. Et quand je disais à Jean-Louis en préparant ce webinaire que j'aurais apprécié avoir cet outil-là en étant manager, je me suis vu conduire des réunions qui se terminent après avoir exposé mon idée et qui se terminent par la question « Qu'en pensez-vous » Comme j'avais pour habitude de passer mon temps de réponse à démonter les idées de mes collaborateurs pour leur montrer finalement, il n'y avait plus qu'à attendre que le chef décide. C'est un peu caricatural. Je vous garantis qu'on n'a pas forcément conscience de ça quand on tombe dans ce biais, un petit peu à l'image de cette dame dans cette salle d'attente. Alors, je vous ai parlé de la NASA, je vous ai parlé de mon expérience très rapidement. Je n'ai pas travaillé à la NASA, mais je sais que dans les collectifs, vous avez, au sein des entreprises, bien souvent des personnes qui disposent de grandes compétences, qui peuvent être des équipes d'experts, mais est-ce que fondamentalement, une équipe d'experts est plus efficace qu'une équipe experte? Eh bien, Estelle Michinov, qui est chercheuse à l'université de Rennes, nous démontre que finalement, c'est bien l'intelligence collective qui est supérieure à la somme des QI, et que cette intelligence collective, elle va résider davantage dans les compétences émotionnelles et sociales des membres du groupe, davantage que leur QI. Alors, quelles conditions pour voir émerger ce précieux potentiel? On avait envie de vous poser une petite question rapide à travers le chat. Cette question, c'est d'un point de vue, de manière très spontanée, quelle serait la condition fondamentale qui vous vient à l'esprit, spontanément, et qui permet de favoriser ce précieux potentiel qu'est l'intelligence collective? En un mot, quelle est la condition qui vous paraît la plus fondamentale? Je vous laisse partager vos réponses dans le chat, et Jean-Louis, qui a accès. Ouais. Alors on a déjà le hit parade, c'est la confiance, la liberté, la sécurité psychologique, le non-jugement, l'authenticité. La confiance revient vraiment très souvent, le respect, la considération, le non-jugement à nouveau, la bienveillance. On a vraiment des choses qui tournent autour des capacités à respecter l'autre et à créer un climat de confiance et de non-jugement. Les compétences émotionnelles individuelles, la créativité. Et également, Frédéric nous dit, des règles bien établies. Ouais. Et puis l'empathie. Myriam nous signale l'importance de l'empathie. Voilà, donc on a une idée là déjà de conditions de réussite importantes. Oui, merci pour vos retours. Je le sais, très éclairés, et vous voyez que dans vos retours très spontanés et rapides, merci, on est effectivement dans ces compétences émotionnelles et sociales. Vincent, je t'interromps, il y avait tout à l'heure dans le chat quelqu'un, j'ai oublié son prénom, qui demandait que tu montes le son de ta parole. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, je vais vérifier que le volume de mon microphone soit au maximum. Il est possible que je l'ai baissé auparavant. Là, je l'ai passé au maximum. Est-ce que c'est mieux? Je l'espère. Et sinon, je vais hausser un tout petit peu le volume de ma voix. Ça compensera. Donc, effectivement, n'hésitez pas à dire si vous rencontrez des problèmes techniques. On ne vous garantit pas de pouvoir les solutionner à distance, mais celui-ci, je crois qu'il l'est. Donc, merci pour vos partages dans le chat. Et donc, pour poursuivre cette exploration rapide du principe d'intelligence collective, finalement, on se rend compte qu'il y a deux besoins fondamentaux qui permettent d'éviter ce type de biais. Le premier, c'est le besoin d'appartenance, et le second, c'est le besoin d'individualité. Alors, ces deux besoins sont un peu dichotomiques et rentrent en tension bien souvent. Et toute la difficulté est de créer le cadre qui permettra la sécurisation, la sécurité psychologique. En fait, il n'est pas nécessaire de faire un grand discours si vous avez observé le non-verbal de cette jeune femme qui était cobaye de l'expérience. Je crois que la tension entre ces deux besoins, le besoin d'appartenance et le besoin d'unicité, le besoin d'individualité, était
vraiment visible sur son visage. Alors, le dénominateur commun entre une équipe qui produit de la créativité à travers l'intelligence collective, qui trouve des solutions nouvelles, et une équipe qui se conduit comme dans cette salle d'attente, finalement, eh bien, le dénominateur commun, ça va être les individus et l'humain. Et ce qui fait la différence, vous le disiez dans vos partages du chat, ce qui fait la différence, c'est le cadre. Et ça ne peut que me renvoyer à ma carrière de cadre. Alors, ces fameux besoins à respecter pour garantir la sécurité, ces conditions de l'intelligence collective, on peut les résumer finalement, après vos partages dans le chat, avec ce principe de non-jugement. C'est-à-dire que quand on formule une idée, si on a peur que cette idée soit moquée, par exemple, ou soit débattue avec des règles qui ne sont pas des règles de respect, eh bien, on n'émet pas d'idée, finalement. Le traitement équitable, c'est-à-dire que l'être humain, il n'aime pas se sentir considéré comme un être humain inférieur. Il ne souhaite pas non plus, a priori, dans les groupes de travail, avec ce principe, je vois que ma connexion est instable. Ça a l'air d'être revenu. Donc, pas traité de manière comme ayant une valeur supérieure, ni comme ayant une valeur inférieure, un traitement équitable. Et puis finalement, ça nécessite aussi une coordination pour poser, garantir le cadre de cette sécurité psychologique. Et quand dans les équipes de travail, vous avez toutes ces conditions qui sont garanties par le rôle du leadership notamment, vous allez relancer une créativité, une productivité par la fonction d'imitation positive, par la mise en place d'outils de coordination qui sont des outils de coordination adaptés aux principes d'intelligence collective, et puis avec cette posture d'humilité, c'est ce que je vous disais, avec cette notion qu'on n'est pas de valeur supérieure ni de valeur inférieure. Alors c'est des compétences à développer pour le leadership, mais on voit chez les leaders, en reprenant une expérience de Milgram, on voit que la courbe de l'apprentissage social, lorsque le leader induit avec la fonction d'imitation positive, induit par sa posture, cette sécurité psychologique, eh bien, ça devient finalement la norme, là où on pouvait avoir dans des équipes une norme qui était plutôt le débat de valeurs, la moquerie, voire la défiance, ou l'image. On a posé ces bases, et puis je vais laisser la parole à Jean-Louis, on va s'intéresser de manière plus précise à cet outil au service de la transformation et des transformations et à ses conditions de réussite, à cet outil qui est le co-développement professionnel. Je te remercie, Vincent. Je réactive mon partage d'écran. Ça marche. Je te laisse prendre la main sur l'écran partagé et donc du coup, je me fais maintenant votre hôte au niveau du chat. Voilà. Alors on va faire un zoom particulier. C'était le titre de notre webinaire, donc j'imagine que vous êtes plusieurs à attendre ce moment-là avec impatience sur la pratique du co-développement professionnel. Et j'ai envie de commencer pour savoir comment orienter les 30 minutes qui vont suivre par un rapide sondage sur votre niveau de connaissance du co-développement professionnel. Tu peux le lancer, Vincent, si possible, ou tu veux que je le lance? Allez. Alors, c'est parti. Oui, c'est bon. Voilà, si vous répondez à ces questions, soit je ne connais pas, je connais les principes, etc. Je vous laisse monter en réponse. Déjà 70% des réponses. Vous êtes très réactif. 87, 90. Voilà. Donc on a des participants et des animateurs et même quelques formateurs à des groupes de co-développement. Voilà, donc on a une population très hétérogène selon ces 5 critères. Et bon, avec 30% j'ai déjà participé à un groupe de co-développement. Donc on a 30 plus 27 plus 4. Donc on est à 60% de gens qui connaissent le co-développement. Donc merci pour... tu peux arrêter le partage, Vincent. Merci, ça orientera les propos qui vont suivre.
Je n'arrive pas à décocher. Voilà, c'est bon. Tu reviennes sur... ouais. Voilà, c'est bon. Alors, pour démarrer, j'ai le goût, comme disent nos amis québécois, de démarrer avec un témoignage d'un des pionniers du co-développement au Québec, qui s'appelle Michel Desjardins, qui est un ami, et qui est présent parmi nous, là, aujourd'hui, parmi les participants. Et je le remercie d'avance de m'avoir envoyé cette petite vidéo témoignage qu'on va écouter ensemble sur les origines du co-développement. Alors, nouveau partage. Voilà. Merci Jean-Louis de me permettre de présenter, d'expliquer l'origine du groupe de co-développement, une de mes passions professionnelles. Il s'agit en fait d'un produit du terroir québécois qui est né d'une rencontre entre Adrien Payette et Claude Champagne. Adrien Payette avait une formation en philosophie, un MBA à HEC Montréal et il enseignait à l'École nationale d'administration publique. Il a publié un volume, L'efficacité du management et des organisations, dans lequel il exposait notamment son approche pédagogique. Il considérait que la formation d'enseignement magistral avait ses limites et il prônait une pédagogie inversée en utilisant des études de cas, mais non pas des cas théoriques, mais les cas que les managers en exercice vivaient au quotidien. En parallèle, Claude Champagne avait une formation en psychologie et il s'était spécialisé dans les dynamiques de groupe et le travail de petits groupes, et aussi en praxéologie. Il œuvrait dans le réseau de la santé comme chef du service de formation et il avait expérimenté différentes formes d'auto-apprentissage ou de formation en groupe. Il a lu le volume d'Adrien et il l'a invité à une rencontre d'une quinzaine de managers de services de formation du réseau de la santé dans lequel j'étais en 1994. Ce groupe-là a expérimenté ce qu'on pourrait appeler du méta-co-développement, c'est-à-dire une réflexion sur cette approche-là et sur son efficacité et ses conditions de succès. Ce qui a amené Adrien et Claude à publier en 1997 le volume Le groupe de co-développement professionnel, qui est vraiment le volume fondateur de cette approche-là. Merci beaucoup de cet honneur. Oui, merci Michel. C'était un régal d'avoir pu profiter de ton témoignage en direct. Donc, si on aura l'occasion de te remercier à travers le chat également, puisque tu es parmi nous. Alors, à partir de ces origines, donc j'ai choisi de présenter en 2 temps les éléments sur le co-développement. Alors, parler du co-développement professionnel en si peu de temps, c'est vraiment quelque chose de caricatural, évidemment. Et donc, on aura un temps sur quelques fondamentaux, au moins pour les 35-40% des gens qui, présents ici, ne connaissent pas très bien. Et puis ensuite, j'ai choisi, a priori, de faire un zoom sur quelques étapes clés du processus de co-développement, en les illustrant et en faisant ensemble le lien avec les éléments que Vincent vous a présentés précédemment sur l'intelligence collective. Alors, le premier élément, une définition. C'est une définition de Claude Champagne, et c'est d'ailleurs une diapositive de Claude Champagne que nous avons ensemble utilisée chez un client récemment. Donc, la particularité du groupe de co-développement personnel par rapport à d'autres fonctionnements en intelligence collective, c'est évidemment de développer l'efficacité individuelle et collective, mais c'est surtout la notion d'apprentissage. C'est un des éléments les plus importants, c'est-à-dire qu'on fait dans un groupe de co-développement le pari que nous allons pouvoir apprendre les uns des autres. Et cet apprentissage se fait par l'action, à travers l'action et sur l'action. C'est-à-dire que tous les apprentissages qui seront faits par les participants sont reliés à leur action au quotidien. Voilà, avec une petite phrase de Claude, la tête dans les nuages et les pieds sur terre, c'est-à-dire un savant mélange entre le pragmatisme québécois nord-américain et puis le cartésianisme à la française.
Alors, ensuite, comment ça se déroule? Donc, on a le co-développement réunit des groupes de pairs. Alors, ce qu'on appelle des pairs, hein, c'est des gens qui ont des responsabilités, des niveaux hiérarchiques, des prérogatives semblables dans une organisation ou en inter-organisation. Et on aura dans ce groupe 3 rôles possibles. Le rôle du client. Alors, le client, c'est celui qui arrive dans le groupe avec une problématique, avec une préoccupation qu'il va apporter au groupe. Et cette préoccupation est directement liée à sa pratique professionnelle. Ensuite, on aura dans ce groupe les autres membres du groupe qui, le jour où une personne est cliente, vont jouer le rôle de consultant, c'est-à-dire c'est celles et ceux qui vont aider le client à cheminer avec la préoccupation avec laquelle il est arrivé. Et ensuite, on a dans ce groupe, alors j'ai mis l'animateur, je l'ai mis à l'endroit de la personne qui a la même coupe de cheveux que moi, à peu près. Et on utilise plus volontiers aujourd'hui le nom de facilitateur, enfin, animateur facilitateur. Ensuite, le déroulement d'une consultation. Alors, c'est un processus cadré, mais qui permet, il est à la fois cadré et puissant. C'est par le fait qu'il est cadré qu'il va permettre de libérer beaucoup de puissance dans le groupe, avec 6 étapes clés. Une première étape où le client expose son problème, son projet, sa préoccupation. Une seconde étape où les consultants interviendront pour l'aider à clarifier. Donc, c'est une étape de questionnement. Le client répond aux questions. Une troisième étape qu'on appelle le contrat de consultation, qui est pour moi, c'est un point d'inflexion dans la vie du groupe de co-développement, dans la vie d'une consultation. C'est le moment où on va laisser du temps au client pour que, après les questions, après les lumières qui auront été allumées, les zones d'ombre qui auront été éclairées par les questions, va formuler sa demande d'aide au groupe. Il est arrivé avec une préoccupation, c'est-à-dire un problème, un projet qui n'était pas net, et là, il va transformer ça en demande pour le groupe. Ensuite, les consultants réagissent en répondant strictement à sa demande. Et 5e étape, le client fait le bilan, la synthèse de ce qu'il a le plus marqué dans ce qu'il a entendu comme suggestion et propose déjà un début de plan d'action. Et l'étape 6, qui est l'étape d'intégration des apprentissages, où à cette étape, la consultation au service du client est terminée et le groupe se retrouve dans une configuration de groupe complet où chacun va pouvoir partager, non pas seulement le client, parce que souvent le client dit « merci, j'ai appris beaucoup de choses, vous m'avez beaucoup aidé », mais chaque consultant aura le temps de réfléchir, de partager ce qu'il a lui aussi appris. Alors, on pourrait considérer qu'il y a 6 étapes, mais en fait, il y en a 8, puisque en préalable, en tout cas dans notre approche, on propose que le client ait préparé à l'avance le sujet de sa consultation, ça pourrait être une étape 0, et à la rencontre suivante, le client sera amené à faire un retour sur les actions et sur les apprentissages qu'il a pu faire suite à la consultation. Oui, Jean-Louis, c'est vraiment important, hein, ce principe de cadre, c'est un processus, comme tu dis, qui est cadré et puissant. Et c'est justement puissant de voir ô combien, lorsqu'on anime des groupes de co-développement, réussir finalement à maintenir ce cadre qui permet, qui garantit l'unicité des personnes et qui favorise cette appartenance, peut conduire à des moments que je considère, que j'appelle comme parfois des moments un petit peu magiques, hein, à l'issue de l'étape 6, et notamment lorsque tu animes l'étape 8. Alors, j'ai un souci avec mon diaporama. Il a l'air récalcitrant. Pardon ? Il a l'air récalcitrant, effectivement. Je vais sortir du mode plein écran. Ouais, donc, pendant que tu regardes, c'est vrai que c'est difficile, hein, de rester muet à ton propos quand on partage ces outils.
Mais voilà, déjà, rien que dans la présentation du processus, tu nous permets d'avoir une compréhension de ce qui va se jouer. Et finalement, là, encore une fois, on agit sur l'environnement des personnes pour leur permettre de développer. Je crois que c'est le principe du co-développement. Je te laisse poursuivre. Voilà, j'y reviens. Alors, dans ce processus du groupe de co-développement, donc on distingue les 3 rôles clés. Donc, dans ça, je l'ai déjà vu, le client c'est fait. Donc, c'est le contrat, effectivement. Ouais, on était au contrat. Alors, on était sur le contrat, donc l'idée c'est que en début de vie d'un groupe de co-développement, il est important de créer toutes les conditions favorables à la sécurité psychologique, mais aussi à la confiance dans le groupe. Et ce contrat va se construire sur des valeurs. On a notamment l'engagement, l'entraide et le respect, qui sont 3 valeurs fondamentales proposées à tous les groupes de co-développement. Et ensuite, chaque groupe définira sa charte de fonctionnement. Et c'est une charte qui est co-construite en début de groupe de co-développement. Et c'est un réel engagement de chaque membre sur une liste de règles du jeu qui est co-construite. Et voici quelques exemples de règles du jeu qu'on retrouve habituellement dans les chartes de groupe. Et j'ai mis en rouge confidentialité, bienveillance et parler vrai, qui sont les règles incontournables en fait, de ce type de groupe. La confidentialité est, en tout cas pour moi, avec le recul, le ciment principal de réussite d'un groupe de co-développement, que ce soit au sein d'une organisation ou en inter-organisation. Alors quand le groupe vit au sein d'une organisation, c'est d'abord l'assurance que ce qui se dit, ce qui se passe dans le groupe ne se retrouve pas 2 jours plus tard devant la machine à café. Et quand c'est en inter-entreprise, c'est tout aussi important. Ça ne se passera pas devant la machine à café, mais la garantie de cette confidentialité est fondamentale. J'insiste beaucoup dans les groupes pour qu'elle soit respectée. La bienveillance, c'est l'idée qu'en permanence, les consultants, le facilitateur et le client agissent pour le bien de l'autre et pour ne pas nuire. En fait. Et le parler vrai peut intervenir si les 2 premières conditions sont réunies, c'est-à-dire la capacité à se dire les choses franchement et à ne pas se cacher des choses. Et on voit là comme l'importance du cadre qui finalement permet cette équité de traitement et ce non-jugement est un outil au service de la responsabilisation des personnes. Hein, et on est dans un outil d'engagement avec ce co-développement, avec cette garantie du contrat solide. Et on retrouve la responsabilisation qui était un des éléments que tu nous as cités. Tu parlais de déresponsabilisation en creux. On retrouve la responsabilisation comme un élément favorable à l'intelligence collective. Oui, tout à fait. Alors ensuite, j'ai choisi donc après cette partie très synthétique sur la méthode, d'illustrer quelques étapes clés en lien justement avec les fondamentaux de l'intelligence collective. Alors la toute première, c'est donc vous avez sur la gauche les 6 étapes. Hein, l'étape clé de l'exposé, et j'ai choisi d'illustrer avec un exemple. C'est l'exemple d'un cas concret que j'ai vécu. Donc, un groupe de 7 jeunes ingénieurs chargés chacun d'animer une démarche Lean dans chacune des usines d'un grand groupe industriel. Et le client du jour, c'est Sébastien, un ingénieur qui avait une formation d'ingénieur, mais dans un secteur, la métallurgie, qui n'était pas du tout le secteur technique du groupe dans lequel il venait d'arriver. Et il rencontrait des difficultés d'animation des groupes de travail dans le cadre des démarches Lean. Et sa préoccupation était la suivante. Il avait fait le constat d'une très faible participation des opérateurs, des techniciens dans les groupes de travail. Et il exprimait le fait que, comme souvent, c'était toujours les mêmes qui s'expriment, et qu'il y a une grande majorité silencieuse qui restait au fond de la classe, en fait.
Et sa préoccupation et sa demande initiale en arrivant, c'était obtenir de la part de ses collègues des témoignages, des trucs, des astuces, des conseils d'animation pour favoriser la participation. C'est-à-dire obtenir l'engagement, obtenir la participation de ces gens dans les groupes de travail. Alors, deuxième étape que je voulais illustrer, faire le zoom, c'est donc suite à l'exposé de sa préoccupation. Donc, on passe à l'étape de questionnement et la force du questionnement, c'est, on a deux buts dans l'étape de questionnement. C'est les consultants cherchent à y voir plus clair pour pouvoir ensuite être aidants dans la suite du dispositif, mais en même temps, ils vont chercher à aider le client à voir plus clair et à cheminer tout au cours de la phase de clarification, à cheminer avec sa préoccupation, peut-être à éclairer des zones d'ombre, peut-être à ouvrir des espaces qu'il n'avait pas imaginés, peut-être aussi à découvrir des facettes de la problématique qu'il n'avait pas soupçonnées. Et pour cela, dans le questionnement, on sera toujours attentif à avoir un questionnement qui balaye ces trois grands domaines, c'est-à-dire évidemment un questionnement sur le problème, la problématique apportée ou la préoccupation. Alors, ce problème peut être de différentes natures, c'est-à-dire ça peut être un vrai problème que la personne rencontre, pour lequel il a besoin de solutions pour se sortir de cette difficulté. Ça peut être un projet, par exemple. On pense souvent à la règle des 3 P, c'est-à-dire un problème, un projet, et c'est un projet par lequel il ne sait pas trop comment commencer, par exemple, il a besoin du partage avec ses pairs, mais ça peut être simplement une préoccupation. C'est quelque chose qui n'est pas encore un problème, qui n'est pas non plus un projet, mais sur lequel il a besoin d'obtenir un avis, de cheminer avec le regard de ses pairs. Ensuite, on peut avoir un questionnement centré sur le contexte et l'environnement. C'est essentiellement pour mieux comprendre, souvent. Et c'est là où on va petit à petit aborder des questions systémiques, quand on va aborder ce secteur de questionnement. Et puis aussi des questions qui vont toucher à la personne. C'est-à-dire qu'on va, et plus la maturité d'un groupe avance au fil des rencontres, et plus le groupe sera pertinent pour aller questionner le client sur comment il vit avec cette préoccupation, comment il vit ce problème, c'est-à-dire aller sur des questions plus profondes. Et on s'attachera à questionner, mais aussi à ressentir en tant que consultant ce qui se passe en fonction de nos 3 centres d'intelligence que sont le cognitif, évidemment, l'émotionnel, le ressenti, mais également le centre instinctif et tout ce qui est lié au passage à l'acte. Voilà pour résumer de l'essence de cette étape de clarification qui est une étape très importante. Et pour la vivre un peu plus précisément, je vous propose d'utiliser le chat également. Donc j'ai remis ici la demande initiale de Sébastien et je vous invite spontanément à répondre à la question suivante. Choisissez une question que si vous étiez consultant, vous pourriez poser à Sébastien dans ce groupe de co-développement. Je vous laisse monter. Oui, en attendant que les réponses arrivent, elles sont en train d'arriver. Quel est le but de ces réunions de travail? Première question d'un consultant. Alors, là, on est sur le contexte. Maintenant. Il y a une autre question avant, c'est qu'as-tu essayé, qui est déjà sur la personne. Voilà. Beaucoup de questions arrivent. Ressens-tu quand tu vois certains participants ne pas participer? Comment te sens-tu dans cette situation? Donc, des questions sur la personne, beaucoup. Tu veux que je participe davantage? De quelle manière?
En quoi la résolution fait sens pour toi? Je te laisse continuer. Pourquoi la participation est-elle importante? Ouais. Il y aura... Quel est ton enjeu personnel dans cette situation? Alors, on va voir que cette question est en résonance avec le vécu de Sébastien. Il y aura une meilleure participation, si quoi? Voilà. C'est des exemples de questions. Merci beaucoup pour vos participations. Est-ce que ce sujet a été abordé avec le groupe? Effectivement, on voit dans vos propositions de questions qu'on s'oriente sur les trois différentes entrées, les trois différentes intelligences. Et on voit aussi des questions qui touchaient au contexte, qui touchaient à la personne et au problème. On a balayé l'ensemble. Et alors là, je vous propose maintenant un zoom sur le contrat. Et donc l'idée du contrat, c'est le moment où, après les questions, le client va prendre un temps de réflexion personnelle pour laisser venir, à la lumière du questionnement et de ses réponses, la demande qu'il va formuler au groupe pour la suite du processus. C'est aussi un moment où, pendant que le client réfléchit à sa demande, on peut proposer aux consultants eux-mêmes de réfléchir à des rétroactions, à des feedbacks qu'ils pourront faire ensuite aux clients s'ils le demandent. Et ces feedbacks peuvent être de deux natures. Le premier peut être simplement un feedback sur la compréhension de la demande. C'est si j'ai bien compris, voilà ce que j'ai entendu de ta demande. Voilà comment je la reformulerai. Et ça peut aider le client à préciser son contrat, mais ça peut être des feedbacks plus profonds qui peuvent intervenir dans des groupes où la sécurité et la confiance s'est installée au fil des rencontres. Et ça peut être des feedbacks qui touchent au ressenti. Ça peut être, par exemple, comment je te ressens aujourd'hui avec cette demande, comment j'ai l'impression que tu la vis. Et ça peut être très riche si le client a envie d'entendre ça. Mais ça peut être aussi du ressenti personnel en tant que consultant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait à moi de t'entendre parler de cette problématique? C'est-à-dire, ça peut être un feedback très spécifique et personnel. Alors, voici, je vous fais apparaître quelle a été la demande de Sébastien dans le cadre de ce travail précis. Je vous laisse la lire, parce que je crois qu'elle parle d'elle-même. Là où on voit ce qui se dégage de cette demande vient nous illustrer d'une façon très, très imagée quelle peut être la force de l'étape de clarification. C'est quand on part d'une demande initiale qui était, en gros, donnez-moi un coup de main ou des trucs pour faire participer des gens qui ne sont pas très bavards et pas très extravertis dans un groupe. Et on arrive à un vrai problème de confiance en soi lié à une insécurité du fait de ne pas connaître le monde technologique dans lequel ce jeune ingénieur vient d'arriver. Ouais. Excuse-moi, Jean-Louis. Vas-y. C'est là où on a un moment magique. Je pense que tous ceux qui pratiquent le co-développement, ça doit leur renvoyer à des expériences. C'est là où on a un moment magique où cette étape de clarification, avec ce cadre structuré mais puissant, avec des valeurs partagées et un cadre transparent, avec ce rôle du facilitateur qui est justement qui vient garantir ses besoins humains au sein de ce groupe, déjà à l'étape de clarification, avec uniquement des questions factuelles posées sur la problématique, la préoccupation ou le problème ou le projet, on a parfois déjà une puissance en fait. Quand la personne y voit plus clair, on a un insight, on a quelque chose, une prise de conscience. Et déjà à cette étape-là, on peut avoir des moments magiques, mais c'est pas terminé. Voilà. Alors, cet exemple illustre tout à fait quelque chose qui nous tient à cœur, justement avec Michel Desjardins, qui est présent aujourd'hui, et mes collègues québécois, c'est cet apprentissage à plusieurs niveaux que l'on peut faire en cours de rencontre de co-développement. Le niveau 1 d'apprentissage, c'est j'arrive avec une problématique, une préoccupation,
je l'expose, je la transforme en demande, vous me faites des propositions et ça va m'aider concrètement et c'est déjà magique. Merci beaucoup. Le second niveau, c'est un niveau où, grâce au questionnement, nous allons pouvoir explorer les modèles mentaux qui se cachent derrière la préoccupation de départ, d'aller explorer des habitudes, des routines, des représentations même du client et pourquoi pas des consultants et provoquer petit à petit un changement de perception qui va générer des nouvelles façons de faire et qui a des chances de mettre en place des solutions pertinentes plus durables. C'est un exemple là, de progression en profondeur d'un groupe de co-développement sur différents niveaux d'apprentissage. Alors, je vois le temps qui passe, donc j'avais prévu un petit temps sur l'étape 6, donc je passe très rapidement. L'étape 6 est l'étape qui fait du co-développement une méthode de travail en intelligence collective spécifique, parce que c'est le moment où on va se recentrer sur les apprentissages, c'est-à-dire c'est le moment où chaque participant, client, consultant, mais également facilitateur, vont pouvoir faire le point et partager ce qu'ils ont appris au fil de l'eau au cours d'une rencontre de co-développement. Et c'est vraiment une étape très importante. Alors, quelques effets, avant de passer aux questions, quelques effets habituellement observés suite à la mise en place de groupes de co-développement au sein des organisations. Alors, des effets à l'échelle individuelle qui sont là, et puis des effets à l'échelle collective. Et on voit que dans les deux cas, les effets sont très, très liés à ce que Vincent nous présentait au début sur les attendus d'un travail en intelligence collective. Oui. On voit que dans les groupes de co-développement, il y a cette garantie de cette unicité, de cette individualité. Donc le besoin d'appartenance, qui est un besoin humain aussi, a de grands bénéfices pour l'organisation. C'est vraiment une boucle positive, rétroactive. Et voilà, juste, je voulais partager ça. Merci Jean-Louis pour ces verbatims qui sont extraits d'animation de groupe de co-développement. Ces effets observés, ce sont des témoignages quelque part de participants. Voilà, Vincent, je te laisse sur une conclusion. Alors, j'avais prévu une conclusion d'une demi-heure, mais on va faire plus court. Alors, je vais reprendre une définition de l'intelligence en reprenant l'étymologie latine, interligare, faire des liens entre. Et puis, finalement, en coaching, c'est ce qu'on permet à nos clients de faire, c'est-à-dire que par l'accompagnement, en étant à côté d'eux, on leur permet de voir peut-être leur situation et leur capacité avec un autre regard et de faire des liens nouveaux. Favoriser quelque part le développement de leur potentiel. Et bien, avec le co-développement, c'est le groupe avec cette garantie qui est assurée par le facilitateur. C'est le groupe qui est lui-même le créateur de ces liens et on est dans interligare avec plus qu'un être humain qui dispose de son cerveau, de son cœur et de ses jambes. On est avec 4, 8 personnes, donc ça démultiplie la puissance de l'apprentissage et on a un focus aussi avec l'étape 6 sur le passage à l'action et la capitalisation de ces ressources et de ce potentiel. Et c'est en ça que pour moi, le co-développement, c'est une corde supplémentaire à l'arc des coachs qui est bien spécifique et qui nécessite une formation tout aussi spécifique, mais qui fait écho entre ces deux pratiques pour moi. Merci Vincent. Alors c'est le moment de faire un peu de place pour vos questions. Et je vous propose d'utiliser le chat pour poser quelques-unes de vos questions. On essaiera d'y répondre en direct. Et puis, on aura aussi la possibilité, suite à ce webinaire, vous recevrez un petit questionnaire de satisfaction plus tard. Et ce sera aussi l'occasion de pouvoir continuer à nous poser vos questions. Quelle est votre expérience du groupe de co-développement à distance? Oui, alors ça fait partie aussi de notre attention. Le groupe de co-développement à distance marche très bien. Moi, mon expérience personnelle, c'est avec l'utilisation de Zoom et c'est très adapté. Ça marche très, très bien et on ne perd pas beaucoup de la force du co-développement.
quand on travaille à distance. Alors évidemment, l'idéal, c'est de travailler avec des groupes qui se connaissaient déjà et d'enchaîner à distance. Mais même quand ce n'est pas le cas, ça fonctionne. Et il existe différentes applications qui ont vu le jour dans les 2-3 dernières années, qui permettent, qui facilitent ce co-développement à distance. Quelle formation pour le co-développement, certification? Alors ça, c'est une question stratégique. Adrien Payette et Claude Champagne, qui sont à l'origine de cette approche, ont toujours souhaité que ce soit un outil mis à la disposition du plus grand nombre. Et évidemment, ça demande un certain nombre de compétences de facilitation, d'animation. Et il existe des formations relativement courtes pour ça, qui sont données à Montréal et en France. La formation que je donne, moi, est donnée sur 3 journées seulement et ne donne pas lieu à certification. Ça faisait partie de l'éthique de départ d'Adrien Payette et Claude Champagne. Maintenant, en France, il existe aussi des organismes qui forment de façon plus dense, qui vont peut-être plus loin sur l'approche systémique, et qui, derrière ça, proposent une certification. Donc, vous avez le choix, les deux sont possibles. Et je rebondis sur ce que tu nous partages, qui est extrêmement important, Jean-Louis. Est-il imaginable de démarrer en codev en s'auto-formant? Et une autre question, est-il indispensable de se former lorsqu'on est coach? Je partage mon expérience. Oui, absolument. Il est indispensable de se former, même lorsqu'on est coach, surtout d'ailleurs parce qu'on est coach. On est dans 2 postures qui font résonance, comme je vous le disais en conclusion, mais qui sont 2 postures absolument différentes. Ça me permet d'apporter un élément de réponse sur les facteurs bloquants, sur qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas. Eh bien, la posture du facilitateur, je crois que c'est un des facteurs principaux qui pourrait faire que ça ne marche pas. Mais bien entendu, on a des aspects liés au groupe. Hein, on parle de groupe. Et aussi, la rupture de la confidentialité est certainement le facteur le plus bloquant. Et c'est celui sur lequel c'est important d'être très vigilant. Quelle durée idéale pour une session de co-développement? Alors là aussi, il y a un grand débat. Dans l'esprit initial québécois et de mes collègues au Québec, une séance de co-développement peut se conduire sur un format relativement court, entre 1 heure et 1 heure et demie. On passe à travers les 6 étapes, sur 1 heure, 1 heure et demie. Et alors, ça a un gros intérêt, c'est que c'est une façon très rapide de se former, puisque c'est une formation. Mais c'est aussi que ça force à la concision, ça force au pragmatisme. Et ça force également à être centré sur les besoins du client et ça oblige à ne pas rentrer dans les débats. C'est-à-dire qu'une des grandes puissances de cette méthode, c'est qu'on ne fait pas de débat dans un groupe de co-développement. On est uniquement dans le respect du cadre et de la méthode. Ouais, c'est cette difficulté de la posture du facilitateur. La durée idéale, effectivement, de mon expérience, c'est j'anime des groupes de 4 jusqu'à 10 personnes, c'est un peu beaucoup parfois, mais 2 heures, en intégrant l'étape 8. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il y a des gens, et je l'ai déjà fait aussi, hein, certains facilitateurs peuvent animer une consultation en 3 heures, en 3 heures et demie. Ça marche aussi. C'est une autre énergie, c'est différent, mais les deux fonctionnent. Une formation de 3 jours permet-elle de se lancer seul? Oui, si les prérequis d'être déjà rompu à la facilitation ou à l'animation de groupe, c'est-à-dire d'avoir l'habitude de se retrouver face à un groupe, oui, sans problème. Je réponds oui. La différence entre co-développement et supervision de groupe. Le co-développement est alors, la supervision de groupe est un groupe de pairs également, mais dans le co-développement, on est vraiment sur l'idée de l'apprentissage et de l'apprentissage commun, davantage qu'en supervision, on sera sur l'analyse d'un cas, par exemple. Ouais, vraiment un outil d'apprentissage des membres du groupe par le groupe, et on est dans un protocole très cadré. Et c'est justement ce qui génère cette sécurité psychologique et qui génère des apprentissages. Je vous partage mon expérience, ça fait peu de temps finalement, que quelques années seulement que je fais ça. J'avais, au démarrage de ma formation au co-développement,
du mal à y croire quelque part. Hein. Et pour moi, il est absolument indispensable de se former, ne serait-ce que parce qu'en se formant, vous allez vivre. Vous-même, en tant que participant, c'est ce qu'on aurait voulu vous partager avec Jean-Louis, mais le format ne le permettait pas. Vous allez vivre en tant que participant des séances de développement et vous allez sentir finalement la puissance des changements de point de vue et puis la puissance de cette intelligence collective qui porte non pas uniquement le client, mais qui porte tout le groupe, notamment à travers cette étape numéro 8. Merci Vincent, je vois qu'il est 18h02. On va peut-être clore à ce stade-là. Merci pour vos questions. Peut-on cumuler, une dernière question que je prends, peut-on cumuler une fonction de coach interne et d'animateur de co-développement? Je serais tenté de dire oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Tout est dans la posture, la clarification du rôle, des règles et le maintien de ces points de vigilance que tu évoquais, notamment la confidentialité. Un grand merci à tous. On va essayer de respecter notre horaire. Et je vois vos retours et vos retours élogieux. Merci pour ces retours. Merci de votre attention. Et merci d'avoir choisi de participer à ce webinaire avec nous. Oui, merci pour vos retours. Merci à toi, Jean-Louis, pour l'honneur que tu m'as fait de m'accueillir et de co-construire ensemble cette présentation. Un grand plaisir de partager ça avec toi. Merci pour vos retours et votre participation active. À bientôt. À bientôt. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec, vous avez l'adresse ICF Bourgogne-Franche-Comté pour continuer à poser vos questions ou pour obtenir d'autres infos. Et j'ai oublié de vous dire qu'il existe des associations qui promeuvent le co-développement. Il y en a une native au Québec qui s'appelle l'AQCP, Association québécoise de co-développement professionnel. Une en France qui s'appelle AFCODEV, sur laquelle aussi vous pouvez vous renseigner. Une en Belgique qui s'appelle l'Association belge de co-développement professionnel. Et sur les sites de ces associations, vous pourrez trouver des ressources en accès libre. Grand merci. Merci pour vos merci également. Au revoir.